Bonjour à tous. 2 millions de véhicules électriques sur les routes françaises en 2020, c'était l'objectif fixé par un rapport sénatorial de 2010. On sait aujourd'hui que ce chiffre ne sera pas tenu. Pourquoi les Français boudent un peu la voiture électrique? Et surtout, quelles sont les raisons pour inverser la tendance? Voilà 2 questions pour nos invités du jour. Bertrand Barbedette, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au sein de l'ESTACA. L'ESTACA, c'est une école d'ingénieurs qui est basée à Levallois-Perret et à Laval, et dans lequel on parle de transport. Voilà, et d'automobile en particulier. Parfait. Marie Castelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'AVER, l'Association française du véhicule électrique. Ouais. Et on va peut-être commencer par vous. Alors, je parlais de cet objectif un petit peu manqué, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Soyons très pragmatiques. Combien de véhicules électriques sur les routes françaises aujourd'hui, et puis combien peut-on en espérer par la suite? Alors aujourd'hui, on estime, parce qu'il y a les véhicules des années 90 plus les véhicules qui ont été vendus là depuis 2010, à un parc roulant électrique, 100% électrique, d'une trentaine de milliers de véhicules. Sachant qu'après on est sur une trajectoire de marché exponentielle. C'est-à-dire que chaque année depuis 2010, on a un doublement des ventes de véhicules électriques. On estime qu'à fin 2013, on aura une vingtaine de milliers de véhicules électriques qui auront été vendus sur l'année, sachant que l'année dernière, il y en a eu un peu moins de 9000. Donc c'est vraiment en évolution. Après, c'est sûr qu'on n'atteindra pas les 2 millions. C'était très ambitieux et un peu irréaliste au final. Et alors, combien on peut espérer dans les 5-10 ans qui viennent? Nous, on se dit qu'entre 100 et 150 000 véhicules électriques roulants en 2020, ça paraît beaucoup plus réaliste que 200 000. D'accord. Je crois qu'il y a une demande assez forte en cette fin d'année. Il y a un petit peu une tendance. Oui, ben en fait, il faut savoir qu'avec le salon de Francfort et tous les grands constructeurs allemands qui ont sorti des véhicules électriques, et notamment avec la BMW i3 qui est sortie à l'automne, il y a eu un sursaut dans la séduction que peuvent représenter les véhicules électriques pour les consommateurs. Et du coup, c'est vrai qu'on enregistre un sursaut des ventes, et c'est quelque chose qu'on avait prévu, et c'est pour ça qu'on pense à 20 000 véhicules électriques vendus d'ici à la fin de l'année. L'automne est vraiment un moment dynamique. D'accord. Et qui sont les acheteurs de véhicules électriques aujourd'hui? Est-ce qu'on les connaît? C'est plutôt des particuliers, plutôt des professionnels? Alors aujourd'hui, c'est surtout des professionnels. Les premiers à s'équiper sont les flottes d'entreprises ou de collectivités territoriales. Et après, il y a des particuliers. C'est un marché qui démarre aussi au niveau des particuliers. Tous les fans de technologie, les early adopters, comme on les appelle, se sont lancés avant les autres. Et aujourd'hui, il y a monsieur et madame tout le monde qui commencent à acheter des véhicules électriques, puisqu'il y a des véhicules très grand public qui ont été développés depuis quelques années. D'accord. Bertrand Barbedette, alors vous êtes un peu le technicien du casting de ce matin, mais je crois que vous travaillez aussi sur les usages des véhicules électriques. Quel regard vous portez peut-être sur ce démarrage un peu timide, on va l'appeler comme ça, du marché du véhicule électrique? Oui, enfin c'est un nouvel objet un nouveau véhicule en tout cas, et comme tout nouveau véhicule qui arrive sur un marché, il y a une acceptation qui doit être réalisée par le grand public. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a des freins qui sont bien connus sur le véhicule électrique, qui font que il n'y a pas peut-être cet engouement qu'on attendait, initialement, mais demain, les évolutions sur les nouvelles technologies de batterie, l'infrastructure qui va s'améliorer. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux qui sont mis sur les bornes de recharge, qu'elles soient classiques ou rapides, font que, en toute logique, voilà, on sait très bien que le véhicule électrique sera une des solutions de mobilité de l'avenir. Tiens, ça peut être intéressant. Depuis quand une école comme la vôtre suit ce sujet de la mobilité électrique? Est-ce que c'est un thème assez récent, ou est-ce que vous le travaillez sur le plus long terme? En fait, il est clair que nous, on forme des ingénieurs qui doivent être le plus pertinents possible vis-à-vis d'un marché dans certaines compétences techniques. Et dès 2008, un petit peu avant en fait qu'on ait des annonces constructeurs, on avait déjà un regard particulier sur tout ce qui est chaîne de traction des véhicules électriques et hybrides, plutôt l'hybride de façon originelle, puis après on est venu vers l'électrique. Et on est, je dirais, dans l'obligation de s'adapter, de bien regarder l'évolution, puisqu'on doit former nos ingénieurs sur ces nouvelles technologies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si je prends en tout cas le cas de l'Allemagne, il y a, j'ai pas les chiffres en France, il y a une annonce, on va avoir
du moins plutôt. Pour une annonce, on a 3 ingénieurs qui peuvent postuler. Et en fait, on a un marché qui est énorme pour les ingénieurs dans le domaine de l'électrique. Qui maîtrisent ces sujets. Et ça les intéresse, vos jeunes futurs ingénieurs? Alors, quand on a des jeunes qu'on accueille dans notre école, on a des jeunes qui sont très intéressés par l'automobile. Et l'automobile, quelque part, c'est l'image qu'on s'en fait tous depuis un certain temps. Ça fait du bruit, ça peut être séduisant, ça peut, voilà. Ça l'accélérateur. Exactement, voilà. Et effectivement, il y a cette image-là qu'il faut nous un petit peu déformer et leur dire qu'effectivement, demain, le véhicule, ce sera pas qu'un moteur thermique, il y aura un moteur électrique qui aura d'ailleurs des capacités tout aussi extraordinaires qu'un moteur thermique. On voit avec un exemple assez caractéristique qu'est la Tesla Motor, qui est un beau véhicule en tout cas, mais pas complètement représentatif du marché. Mais l'idée, c'est de les amener progressivement, leur dire que le véhicule sera différent, et que les technologies qui seront dans ce véhicule seront différentes, et qu'il faut les former. C'est-à-dire que l'industrie automobile avait plutôt une habitude de former des mécaniciens pour aller dans l'automobile. Aujourd'hui, il faut avoir des gens plutôt ouverts aussi à l'électronique. Et donc, on adapte complètement notre formation depuis 2008 dans un domaine de l'électronique, des systèmes embarqués et de la mécatronique. C'est vraiment un des sujets et un des thèmes principaux dans le véhicule électrique. D'accord, alors là vous venez d'aborder un peu la dimension psychologique, on va peut-être en parler parce qu'il y a encore 3-4 ans, on disait que ce marché était un peu atone de par l'absence de véhicules grand public. Mais aujourd'hui, on le disait, il commence à arriver. Il y a la Zoé qui est sortie chez Renault cette année. On a aussi des bonus à l'achat. Est-ce que le frein, il reste encore un peu psychologique? Et là, je vais peut-être poser la question à vous deux, peut-être en commençant par l'Aver. Mais alors oui, le frein est avant tout psychologique en fait. Vous le disiez très bien, la représentation sociale de la voiture, c'est la voiture qui fait vroom vroom. Et forcément, le véhicule électrique étant silencieux, déjà ça perturbe le schéma classique du véhicule. Et puis le véhicule électrique souffre un peu de l'image de la voiturette de golf qu'il a portée pendant longtemps. Enfin, une voiturette de golf assez chère quand même. Assez chère, oui. Non mais oui, aujourd'hui on est sur des vrais modèles, des vrais véhicules. Et en fait, les gens sont plutôt suspicieux à la base, mais une fois qu'on a essayé un véhicule électrique, en général, on est séduit. Donc, c'est vraiment dans le plaisir de conduite qui est très différent de celui d'un thermique, mais qui est au final beaucoup plus agréable que le blocage psychologique principal peut sauter, en fait. Mais ils projettent encore la notion de performance. Ils comparent encore leur voiture thermique avec ce que pourrait leur offrir une voiture électrique. Ou on est sorti de ce schéma-là? Non, si, la performance est toujours une question, mais la performance d'un véhicule électrique, notamment au démarrage, est particulièrement impressionnante. Il n'y a pas de couple, donc forcément, c'est très très différent. Et donc les gens sont séduits d'être collés à leur fauteuil dès le démarrage, quoi. Donc la performance, elle est là, elle est différente. Mais au final, quand on aime les sensations de conduite en électrique, on peut se faire très très plaisir. Et c'est ce dont les gens se rendent compte quand ils essayent des véhicules. Avec néanmoins un budget adapté, puisque ça reste des véhicules qui sont encore plus chers. Oui. Et là-dessus, alors après, aujourd'hui, on est sur des véhicules qui sont plus chers, mais qui sont aidés. On vient de subir le rabot fiscal dans le bonus écologique. On a quand même un bonus qui est maintenu à 6 300 € pour les véhicules particuliers. C'est énorme et ça permet à l'achat de maintenir le prix de l'électrique au même niveau que celui du thermique. Donc pour le particulier qui achète ou pour l'entreprise qui achète, aujourd'hui c'est pas un véhicule qui est plus cher. C'est un véhicule à produire qui est plus cher mais qui est pas plus cher à l'achat. Et si je peux me permettre, tout à l'heure j'ai fait un lapsus, je parlais bien d'1 million de véhicules électriques à 2020 et pas de 100 000. Oui, c'est noté. Vous faites bien de le rectifier. On parlait un peu de performance, donc d'autonomie. Au niveau des batteries et sur cette question de l'autonomie, Bertrand Barbedette, il y a encore des progrès à faire, on a encore des sauts technologiques à combler. Oui, complètement. Là, c'est vrai que bon, il y a eu un premier saut quand même en technologie batterie avec les technologies lithium-ion. Donc là, effectivement, quand même, qui sont bien maîtrisées aujourd'hui. Voilà, qui sont bien maîtrisées. Je dirais d'un point de vue effectivement technologique, mais il y a eu aussi des problèmes de sécurité. Donc aujourd'hui, effectivement, là, sur ces points-là, ça a été extrêmement amélioré. Ce qui a d'ailleurs un peu pénalisé l'image du véhicule électrique. Il y a eu une transposition d'un iPhone qui a brûlé, dire mais alors mon véhicule électrique aussi. Et puis sur Internet, on a vu quelques images justement d'une Tesla par exemple, pour reprendre encore eux, qui était en feu. Donc tout ça s'est bien amélioré. Enfin, il y a vraiment une technologie, il y a eu un saut technologique avec la technologie lithium-ion. Et demain, on aura d'autres sauts technologiques. Alors à quoi ressemblera la batterie du futur ?
La batterie future, en fait, la grosse problématique, c'est de mettre le plus d'énergie dans un espace le plus confiné possible. Donc arriver à des performances énergétiques comme on pourrait avoir avec un réservoir d'essence, bien évidemment, ce serait l'idéal. En fait, aujourd'hui, comme on n'a pas cette solution-là, même au niveau, je dirais, de l'état de recherche, il y a des choses qui s'améliorent, mais après, c'est des problèmes de plus d'autonomie, mais plutôt, alors, soit de sécurité, soit de durée de vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui des technologies qui peuvent avoir des densités énergétiques très fortes, mais avec des durées de vie très limitées. Donc demain, on aura, il y a de fortes chances qu'on ait ça. Maintenant, est-ce que demain, c'est dans 10 ans ou 20 ans, c'est extrêmement difficile à pouvoir dire, parce que derrière, il y a toute une problématique de production qu'il faudra aussi mettre en place. Sur ce sujet, peut-être, Marie Castelli? Oui, on fait tout un monde de la question de l'autonomie. Je tiens quand même à rappeler que les Français font en moyenne 34 km par jour. Aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est selon comment on conduit, 100 et 150 km d'autonomie. Donc, pour 90% des usages des Français, l'autonomie actuelle des batteries lithium-ion est adaptée. Donc, c'est une fausse question un peu d'allonger la durée de vie de la batterie. Alors effectivement, sur l'usage, on a à peu près tous les mêmes chiffres, on dirait de temps d'utilisation, en tout cas de trajet parcouru. La problématique, elle est plutôt effectivement dans la psychologie des gens. Elle est dans le psychologique. Quand je pars en vacances, exactement. Il y a toujours pareil quelques images médiatiques qui font très mal. Oui. Il y en a une dernièrement où on fait un Paris-Lyon avec je sais plus quel véhicule. C'était une Zoé. Voilà. Et bon, c'était 25 heures et effectivement. Ça c'est des choses qui effectivement continueront à pénaliser effectivement l'image de véhicule électrique. Si demain effectivement il y a un changement d'usage, un changement de mentalité, les gens disent on a 2 véhicules et le deuxième véhicule, mais effectivement je m'aperçois bien que je ne fais que 1% du temps peut-être au-delà de 150 km avec ce véhicule-là, ils s'adapteront et ils prendront que le véhicule qui aura cette autonomie-là pour faire les 1000 km et puis utilisera le deuxième véhicule pour faire ça. Donc là, effectivement, il y a vraiment un travail à réaliser, sur le grand public pour bien dire qu'effectivement, il n'y a pas de risque quelque part à avoir un véhicule avec moins d'autonomie. L'autonomie est largement suffisante effectivement par rapport à l'usage. Maintenant, ce qui va rassurer, je pense principalement le public, c'est d'avoir une infrastructure qui soit adaptée. Et donc l'idée, c'est de dire si je prends mon véhicule même en ville, je suis assuré de pouvoir le changer. On va en parler juste avant parce qu'on parlait des tendances tout à l'heure sur les nouveaux véhicules. Il y a notamment un véhicule qui a un petit peu fait parler de lui, qui est le nouveau véhicule de BMW électrique, avec je crois aussi une autre approche sur la recharge, avec un système d'extender. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et pourquoi ce système séduit les conducteurs? Mais alors BMW, ils ont bien compris le blocage psychologique dont vous parliez justement, et le fait que les gens ont cette espèce de peur de la panne permanente. Donc l'i3 a en option ce qu'on appelle un range extender, qui est un petit réservoir thermique qui va alimenter la batterie. Donc on est sur un système de générateur, on n'est pas sur un système de deuxième moteur. Et ça c'est de la réassurance, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir, s'ils le souhaitent, avoir leurs 2-3 litres d'essence embarqués dans leur véhicule. Mais je pense qu'il y a des études à réaliser d'ici quelques années pour voir combien de gens consomment cette essence. Utilisent vraiment cette essence. Bon, très bien. On a parlé des batteries, on va parler des infrastructures de charge, on l'a déjà un petit peu esquissé. Justement, comment on pourrait faciliter la diffusion du véhicule électrique en France, peut-être d'abord par le réseau de charge. Où en est-on sur ce sujet en France aujourd'hui? Alors, en France aujourd'hui, c'est vrai que la question de la recharge, c'est le moyen de faire de la réassurance le plus important. Encore une fois, il ne faut pas le fantasmer. 90% des recharges se font dans les domaines privés, donc à domicile ou sur le lieu de travail, puisque c'est les moments où les voitures sont à l'arrêt. Après, c'est vrai qu'un réseau d'infrastructures visible sur le territoire public, ça va rassurer les gens, ça va leur permettre de se dire qu'il n'y a pas de risque de tomber en panne. Alors, il y a diverses initiatives. Il y a les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a l'État qui a débloqué 50 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir pour financer la moitié du prix des bornes installées par les collectivités territoriales. Donc il y a vraiment un déploiement qui est en train de s'opérer en 100% public. Puis après, il y a toutes les initiatives de bornes privées mais accessibles au public. La grande distribution s'y met beaucoup sur ces parkings. Donc sur des parkings de magasins? Voilà, sur des parkings de magasins, de restaurants, d'hôtels. Et puis il y a les concessionnaires automobiles évidemment engagés dans la mobilité électrique qui s'investissent dans le développement des infrastructures de recharge. Donc par exemple le réseau Renault-Nissan qui a des bornes chez ses concessionnaires et puis qui passe des partenariats aussi avec des grandes enseignes comme par exemple Ikea
pour installer des bornes gratuitement sur les parkings de ces magasins-là. Il y a encore un souci, c'est les copropriétés. Je sais que ça revient assez souvent quand on parle de ces sujets. Alors, la copropriété, c'est un souci et ça n'en est pas un. En fait, il y a un droit à la prise qui a été voté, qui va être effectif au 1er janvier 2015. Donc, à partir du 1er janvier 2015, on n'aurait plus à demander l'autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires pour installer son infrastructure de recharge dans son parking. On aura juste à l'informer. C'est un droit. Par contre, comme ça représente un travaux dans les communs, ça doit dans tous les cas être examiné par l'AG, qui n'a pas le droit de refuser à moins qu'elle fasse un recours auprès du tribunal administratif. Mais il y a quand même... donc forcément, c'est une procédure qui est un peu plus lourde. Et je pense qu'il faudrait des incitations financières pour rassurer les collectivités, les copropriétaires. Type éligibilité des infrastructures de recharge au certificat d'économie d'énergie, qui est nous un sujet sur lequel on travaille beaucoup, puisque aujourd'hui, il y a un financement public pour le public, mais il n'y a pas de financement pour le privé, alors que, comme je le disais, dans 90% du temps, on va se recharger dans le domaine privé. Donc il faut qu'il y ait un financement par le privé, du privé. Et les certificats d'économie d'énergie en sont un bon moyen. C'est un mécanisme qui existe et qui pourrait être utilisé pour ce sujet. Bertrand Barbedette, je vous voyais acquiescer. Effectivement, au-delà du véhicule et de la performance de son véhicule, savoir qu'on peut rejoindre un point A, un point B en se rechargeant, c'est crucial pour faire sauter le frein psychologique. Alors c'est crucial, alors sachant que techniquement, effectivement, les bornes de recharge, il y a plusieurs types. Il y a celles qu'on pourra mettre chez soi. Voilà, techniquement, c'est des bornes qui sont limitées en ampérage. On peut monter jusqu'à 32 ampères. Et on va dire qu'on pourra chez soi recharger à peu près en 5 heures. Et comme généralement, quand on a le véhicule chez soi ou au travail, on reste plus de 5 heures. Donc en toute logique, ces bornes seront largement suffisantes. Voire même, on peut laisser des prises complètement classiques chez soi. Bon, après, il y a quelques constructeurs qui peuvent avoir des stratégies d'installer un peu forcer quelque part une certaine vente de bornes, mais on peut le faire sur des prises tout à fait classiques. Et ça, peut-être c'est un message qui manque aujourd'hui de dire à tout le monde, une voiture, on peut... Dès aujourd'hui, il n'y a pas besoin de réinventer on pourrait faire l'installation électrique. Faire en sorte que les gens se disent, non, j'ai pas besoin de rester quelque chose chez moi, le véhicule est prêt pour que je puisse le brancher sur une prise tout à fait classique. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait bien évoluer. Après, il y a toute la problématique, finalement, de se dire, oui, mais si donc j'ai pas assez d'énergie, j'ai envie de recharger rapidement. Donc effectivement, aujourd'hui, on a la capacité de recharger maintenant rapidement, en tout cas, certaines batteries, et donc les technologies, en l'occurrence, technologie lithium-ion. Et ces bornes, effectivement, sont encore un petit peu manquent un petit peu à l'appel. Donc les collectivités territoriales, comme vous l'avez dit, investissent beaucoup. Dernièrement, là, en Vendée, il y a un grand plan là qui est mis en action, voilà, de déploiement de bornes. Quand on regarde la carte de la Vendée, il y a tout un réseau et on voit que c'est extrêmement bien, en tout cas maillé et assez finement, je crois jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Et ça aussi, ça va faire partie de l'évolution des mentalités. Si cette infrastructure est présente, en toute logique, voilà, en disant bien à tout le monde, vous n'avez pas de risque de tomber en panne avec vos véhicules, et si vous tombez en panne, en tout cas, vous aurez un système à l'intérieur de votre voiture qui vous préviendra que vous n'avez plus que 15 km d'autonomie, et vous aurez la capacité d'aller à tel endroit. Et quelque part, le GPS emmènera de façon automatique le véhicule jusqu'à sa recharge pour faire une recharge qui durera de 5 à 30 minutes. Voilà, 30 minutes pour recharger complètement, et puis si vraiment on a besoin qu'un tout petit peu, on pourra rester 5 minutes. Ça, c'est la recharge électrique. Après, il y a les autres systèmes qui peuvent aussi faire des choses qui peuvent être très rapides, qui sont les systèmes d'échange de batteries rapides. Qui sont un petit peu remis en question. Voilà, alors aujourd'hui, effectivement, cette solution-là, Renault avait beaucoup parié dessus, d'ailleurs, à une époque. Aujourd'hui, c'est bon, sachant que le partenaire principal a eu quelques difficultés, voilà. Effectivement, c'est une solution un petit peu moins envisagée, mais qui reste quand même une solution, là, pour le coup, je dirais, de même ordre qu'une station-service. Donc, effectivement, en termes de pour le coup de recharge, c'est extrêmement intéressant. Sur cette technologie, le Quick Drop, il faut savoir que ça marche, c'est juste Better Place a fait faillite pour les questions de coût des stations de recharge. C'est un mauvais signal pour la poursuite de cette technologie quand même. En fait, la technologie, elle est mature, elle fonctionne, mais par contre, une station d'échange de batterie, c'est extrêmement cher. Donc, c'est des systèmes qui vont se développer quand le marché véhicule électrique sera beaucoup plus important. Il y a peut-être un problème de phasage dans le développement. Juste pour revenir sur le point des bornes, combien de bornes il manque en France aujourd'hui
énergie. Je sais qu'en Allemagne, j'avais noté ce chiffre, il y a 2 véhicules pour une borne. Est-ce qu'en France, on est sur ces Alors en France, il faut savoir qu'on est le premier marché européen, on est le 3e marché mondial du véhicule électrique. Donc beaucoup de véhicules électriques en circulation en France et peu d'infrastructures paradoxalement. Donc en France, on est à peu près à 9 véhicules pour une borne, alors qu'en Allemagne, on a 2 véhicules. Donc il y a un gros delta à rattraper. Après, c'est une question de choix politique. En France, on a développé des véhicules avant. En Allemagne, ils ont décidé d'installer un réseau d'infrastructures avant que les constructeurs s'y mettent. Donc c'est une question de postulat de départ. La poule en Allemagne et l'œuf en France. La poule en Allemagne et l'œuf en France, c'est exactement ça. Mais la France est en train de développer un réseau. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une offre de véhicules pour que ces bornes soient utilisées. Donc ça paraît assez logique. Sur ce sujet. Oui, alors vous me dites si je me trompe sur ces chiffres-là, mais il me semble que de mémoire, on est arrivé à peu près à 8000 bornes de recharge rapide, il me semble aujourd'hui en France, avec un objectif en 2020 qui était de l'ordre de 200 000, je crois. Alors, je vais vous corriger. Non, parce que voilà, bataille de chiffres. Non, mais après vous pourrez me contredire sur ce point-là, mais il me semble quand même que là, il y a eu un vrai retard effectivement comme à l'allumage, sachant que l'Europe avait donné quelques signaux assez positifs pour dire il y a des choses à arriver, des chiffres à respecter pour 2020, pour que effectivement on rende plus mature le marché du véhicule électrique. Et aujourd'hui, comme on est loin de ces objectifs des 200 000, ce qui est assez regrettable, mais effectivement, je pense qu'on voit bien comme que maintenant les pouvoirs publics et en l'occurrence les collectivités territoriales et locales font vraiment maintenant le nécessaire pour investir sur ces sujets. Sur ces sujets. Juste une correction sur ce point, et puis après on finira peut-être sur des questions un peu optimistes. Donc 8000 infrastructures de recharge à la fin 2013, oui, pas rapides. Attention, on en a des rapides et des normales et des semi-accélérés. Donc 8 heures, 1 heure, 30 minutes, 3 modes de recharge très différents. Et après, il faut savoir que l'objectif à 2020 qui va être fixé par la Commission européenne, qui est en cours d'être fixé par la Commission européenne, c'est 97 000 bornes, donc pas 200 000. Et puis, on est dans un projet... Et on les atteindra ? Après, s'il y a des quotas européens qui sont fixés obligatoirement, oui, on les atteindra. Mais aujourd'hui, on est dans un projet de directive qui a été présenté, donc ce chiffre va évoluer d'ici à ce que la directive passe définitivement. Alors pour terminer, parce qu'il y a plein de choses à raconter, on a eu des choses positives et puis d'autres un peu moins positives. Chose assez bête, mais quand on est à la tête de l'AVER comme vous, donc on porte ce sujet, comment on reste optimiste justement ? Comment on garde la foi face à des chiffres qui sont peut-être un peu décevants ? Alors, on n'est déjà pas déçu par les chiffres. D'accord, très bien. C'est important de le dire. Non, mais parce qu'on est dans une innovation technologique. Ça a été beaucoup fantasmé, notamment à cause du rapport dont vous parliez au départ, qui parlait de 2 millions de véhicules électriques à 2020. On est vraiment dans une révolution technologique et la première que subit l'automobile depuis la création du véhicule thermique. C'est-à-dire qu'il y a eu des améliorations. Et c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Il y a eu des améliorations du thermique depuis un siècle. Aujourd'hui, on est dans une rupture totale technologique. Il y a un changement des mentalités qui est nécessaire, comme vous le disiez très bien. Ça prend du temps. Donc moi, je trouve que les chiffres des ventes sont plutôt encourageants parce que dans le monde de l'automobile, un marché qui connaît une croissance exponentielle depuis 4 ans, il y en a pas beaucoup. Donc déjà, on reste positif. Et après, quand on connaît le véhicule électrique, quand on connaît ses performances et quand on en a conduit, on ne peut qu'être optimiste. Parce que c'est un véhicule déjà qui répond à l'urgence environnementale et notamment à la pollution en ville. Parce qu'on parle beaucoup de CO2, on parle moins de particules, mais c'est ça qui génère des problèmes de santé dans les centres-villes. Et puis, c'est une technologie vraiment enthousiasmante. On est dans le véhicule plus, quoi. Donc on reste positif, évidemment. Très bien. Bertrand Barbedette, vous n'êtes pas dérouté, vous êtes aussi optimiste pour la suite ? Oui, voilà. Enfin, j'ai un regard peut-être un peu plus ingénieur, donc je vois aussi certaines zones encore effectivement améliorées. On sait que le véhicule électrique, il faut produire l'électricité, et que cette production d'électricité, elle reste effectivement sur une question de se dire en France, on a du nucléaire, donc effectivement, on peut se dire qu'on est peut-être un peu plus propre au sens de la production. Bon, après, il y a un problème de déchets comme à traiter, évidemment. Autre débat. Et voilà. Et si il y a des chiffres qui sont sortis. Si on avait une extension du véhicule électrique en Chine, où là on a une production d'électricité qui est majoritairement faite par des centrales charbon. Avec des émissions. Voilà. Et là on aurait effectivement un ratio au puits à la roue qui serait vraiment assez négatif pour le véhicule. Alors bon,
Je dirais ça fait partie du débat, mais je pense que c'est effectivement, on a des images négatives qui traînent encore trop au niveau du véhicule électrique. Ce que je viens d'évoquer, je dirais, c'est un problème plus général que le véhicule électrique en soi. Mais qui est quand même voilà, relié. parce qu'aujourd'hui, si on dit je fais pas de véhicule électrique, alors on fait quoi? Et aujourd'hui, il n'y a pas pléthore de solutions. Aujourd'hui, on a l'hydrogène qui semble être une solution aussi assez intéressante, mais voilà, avec une infrastructure aussi là qui n'est pas présente et voilà. Donc non, on est vraiment très optimiste, hein, je pense quand même sur ces nouvelles technologies. Et comme vous l'avez bien dit, c'est un problème de rupture. Donc, quand on fait de la rupture technologique, il y a des mentalités à faire évoluer, et ça va prendre un certain temps. Et ce qui a sûrement pénalisé l'image du véhicule électrique, je dirais, dès son origine, un peu en 2009-2010, c'est qu'effectivement, il y a eu des effets d'annonce assez importants avec des chiffres qui ont été annoncés, qui ont été assez bien retenus par l'ensemble, je pense, et du ensuite public. on a eu mal. Et effectivement, il y a eu un glissement. Bon, ce glissement, il est plus technologique, je dirais, et de process, c'est-à-dire qu'il faut aussi produire. Il faut produire des batteries, il faut produire des machines. Des machines, il faut savoir qu'il y a du cuivre. Le cuivre, voilà, c'est une ressource primaire. Il faut aller l'acheter. Voilà, il y a des réseaux qui doivent se créer. Donc tout ça, ça doit se mettre progressivement en place. Mais voilà, globalement, on sait que quand même le véhicule électrique a forcément un bel avenir. Très bien, Marie Castelli, je vais vous laisser le mot de la fin. Avec peut-être juste un point, c'est aussi le succès d'Autolib. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour le véhicule électrique français. Ça peut être un déclencheur? Oui, c'est un déclencheur parce que c'est par l'exemple et en essayant que les gens vont s'habituer au véhicule électrique. Et c'est vrai que quand on prend son Autolib et qu'on va faire son trajet dans Paris et qu'on voit que la charge a diminué de 100 à 99% alors qu'on est resté 45 minutes dans sa voiture, on évolue aussi. On comprend. Ben oui. comprend Donc oui, c'est très positif. C'est par l'exemple qu'on va intégrer le véhicule électrique dans le mix des transports à l'avenir. Et ça, il n'y en a aucun doute là-dessus. Bon, très bien. Alors, je ne sais pas si avec cette émission, on aura participé à ce choc psychologique. En tout cas, je l'espère. Merci à tous les deux pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce Web TV Théma se prolonge avec 3 autres vidéos à découvrir sur Cleantech République et sur la Tribune. Au revoir.